Bonjour, je suis Hugo Davisoglou et j'ai la chance de participer avec vous à cette nouvelle controverse cinématographique dont vous connaissez maintenant les rouages. Bonjour Gérard Mangin. Bonjour. Je vous présente Gérard Mangin, c'est avec lui que nous allons aborder notre nouvelle controverse, les méchants dans le cinéma. Et bien d'abord, qu'est-ce qu'un méchant? Très bonne question. Ah oui, c'est artistique, bien sûr. Il y a toute la logique aussi de on appelle les affiches du 19e siècle, du théâtre, où il fallait attirer les gens, Chien de Baskerville, l'impasse aux violences. C'est là où on sent aussi le côté populaire aussi du cinéma avec ces affiches. Les affiches du Grand Guignol sont très belles. Oui, ça donne envie d'aller voir. Et on espérait presque que la pièce soit aussi belle, ou le film soit aussi beau que l'affiche du film, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Il fallait vendre le film. Ça fallait attirer le spectateur. C'est ça. Et alors que maintenant, c'est... Alors que souvent, on avait des affiches qui étaient beaucoup plus... Enfin, certaines étaient... Je sais pas toutes. Hein, certaines étaient mieux que le film. Oui. L'étrange créature du lac Noir, par exemple, typiquement. Quand on voit le film aujourd'hui, bon, ça fait série B, ça fait un peu trop à l'ancienne. Mais quand on voit cette affiche, il y a quelque chose de fantastique, de merveilleux. En fait, c'est de merveilleux, littéralement. There is the world end. Le jour où le monde s'arrêta. Ça, c'est... Non, vraiment. En revanche, je trouve que l'affiche j'aimerais bien la retrouver, de ce film de Franju, Les yeux sans visage, elle représente bien le film, je trouve. Ah oui, je représente bien le film. Ouais. On va essayer de vous connaître un peu, Gérard Mangin. Vous êtes un auteur et un journaliste. Vous avez créé un livre, Affiches du cinéma fantastique, chez Henri Verrier, en 1990. De la documentation pour Nosferatu numéro 6, en 1991. Terence Fisher et la Hammerfield. Vous avez publié les publications du ministère de la Culture espagnole. Vous avez écrit des articles sur Sherlock Holmes au cinéma, Le Chien de Baskerville, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, Meurtre par décret. Vous avez fait une étude publiée sur le journal associatif de la Société holmésienne, Les Quincailliers de la Franco-Midland. Vous avez fait une étude aussi sur Crime au musée des horreurs, publié dans le livre italien Bizarre Cinema, Cultish Shocking Horrors. Vous avez écrit des articles sur le cinéma de Jean Rollin et sur l'importance de ses références artistiques, littéraires et picturales. Vous avez publié sur Internet aussi, bien sûr. Vous avez écrit de nombreux articles sur le cinéma fantastique et le western italien. Vous avez fait des travaux de recherche sur le Grand Guignol et le cinéma gore. Vous avez fait des conférences, Jack l'Éventreur et la réalité du cinéma, les Pugs et la réalité au cinéma, la femme Ève ou Lilith. Alors dites-moi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ça? Donc juste un petit quelque chose que j'ai omis de dire. Il y avait une conférence sur la Sainte Vême, à savoir les tribunaux de l'Allemagne médiévale. Et j'y pense maintenant parce que cela pourrait avoir son intérêt si l'on parle d'un film comme M le Maudit. Voilà. Alors ce que je vous propose, comme première question, on va essayer de parler un peu de la définition de ce qu'est un méchant. Alors là, c'est une question extrêmement difficile. Qu'est-ce que le méchant? Alors évidemment, d'une manière simpliste, on pourrait répondre automatiquement, le méchant est le contraire du bon. Bon, or, c'est une définition manichéenne et qui serait, dirons-nous, inexacte. Moi, je dirais, le méchant est le reflet du bon. Et là, je sors du manichéisme pour plutôt définir ça scientifiquement. Le reflet, c'est finalement l'image inversée.
Par exemple, ça s'appelle la chiralité. En chimie organique, ça s'appelle l'énantiomérie. Bon, la chimie du carbone. C'est-à-dire quand je mets ma main dans un miroir, la main droite, j'obtiens la main gauche qui se superpose. Donc pour moi, c'est la meilleure définition que l'on peut donner du méchant, le reflet du bon, du gentil dans le miroir. Et donc on peut dire que les gentils existent parce qu'il y a des méchants. Ah mais absolument. Pas de héros. Ah mais absolument. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de méchants sans bons, sans gentils. Et souvent d'ailleurs, le fait qu'il y ait un méchant cautionne le fait qu'il y ait un gentil et permet de définir le bon. Et alors, est-ce que dans le cinéma, il y a une période particulière qui illustre ça? Ou certains types, quels sont les méchants de cinéma qui illustrent particulièrement cette vision du méchant? Je crois que dans l'histoire du cinéma, bon, c'est un peu compliqué de dire qu'il y a des périodes qui illustrent. Je pense que depuis le début, bon, on a, alors suivant les films, mais le méchant reste à peu près le même. Bon, ce qu'il y a à un moment, bon, évidemment, avec les plus ou moins les libertés de censure, on a plus ou moins, dirons-nous, fait des portraits de méchants que l'on n'aurait pas pu faire. Par exemple, pour un film comme La Nuit du Chasseur, bon, qui est pour moi une référence, avec un magnifique portrait de méchant de Robert Mitchum. Bon, un film donc des années 50, bon, de la fin des années 50, c'est clair que ce type de personnage n'aurait pas pu être fait 20 ans avant. Alors, est-ce qu'on peut dire, en fait, que ce qui évolue vraiment, c'est la nature des crimes des méchants? Ah oui, absolument. Parce que de toute manière, avec le fait de la liberté, parce que bon, la censure a toujours veillé à, dirons-nous, à interdire certaines choses. Bon, pendant très longtemps. Bon, et on peut pas concevoir qu'un film comme Massacre à la tronçonneuse eût pu voir le jour de toute manière en 1958, par exemple. Déjà en 75, ça a été un film qui a été classé X. Bon, et qui n'a pu sortir qu'après. Bon, donc c'est vrai que ce sont les crimes. C'est une très bonne question parce que ce sont les crimes des méchants, les forfaits des méchants, qui donc rendent les méchants plus odieux, plus monstrueux. Oui. Dans M. le Maudit, par exemple, le méchant viole et tue un enfant. En tout cas, enfin, violer, c'est suggéré. Fortement suggéré tout de même. Et il y a aussi le crime de la société qui est de tuer ce méchant. Absolument, c'est une très bonne illustration, M. le Maudit, qui est un film quand même bon qui restera, je pense, à jamais dans les mémoires. Un film d'ailleurs particulièrement, je pense, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, il m'avait marqué. Hein. C'est un film particulièrement, dirons-nous, osé pour l'époque. Hein, pas oublier l'époque où il a été fait. Hein. L'Allemagne des années 20. Voilà, l'Allemagne des années 20. Donc c'est un film à l'interprétation de Peter Lorre, c'est magnifique. Donc bon, déjà c'était un film extrêmement osé parce là on faisait le portrait d'un assassin d'enfant. Hein. Donc déjà c'était un truc sulfureux pour l'époque. Hein. Et donc derrière une apparence parfois pour certains films de facilité, on va dire, le bien, le mal, se cache en fait un véritable propos politique. Absolument, absolument. Et cette période de l'histoire on est d'ailleurs très démonstratrice. Hein. Donc la montée du nazisme, etc. Bon, et là on voit bien. Il est d'ailleurs difficile à cette époque-là peut-on concevoir qui est le bon, qui est le méchant. Oui, c'est l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté. Nous avions déjà une Allemagne qui était donc en déperdition, hein, sur beaucoup de points de vue, et donc qui était une période en Allemagne, beaucoup ne le savent pas, de libération sexuelle et également de libération de la drogue. Oui, ça on ne le dit pas souvent. Donc on ne le dit pas souvent. Donc, alors, le nazisme a-t-il régulé tout ça, favorisé tout ça? Il y a un mélange là des choses qui est très compliqué.
En tout cas, l'angoisse des gens était bien palpable et réelle, et ils étaient prêts à tout pour soulager cette angoisse à l'époque, quelque part. Alors, oui, il y avait une angoisse qui était l'angoisse économique de l'Allemagne, mais alors, était-ce une angoisse par rapport au nazisme ou une angoisse, je ne le crois pas. C'était pas une angoisse par rapport au nazisme, c'était une angoisse par rapport surtout aux critères économiques. Hein. Maintenant, on était dans une société où finalement, je vais dire une chose, où tout était mauvais. Ouais. C'est ça surtout le problème. Tout était mauvais. D'accord. Parler de ce genre de méchants, ça m'évoque un peu les méchants de James Bond. Est-ce qu'on peut pas dire que le méchant de James Bond, c'est l'archétype parfait du méchant de cinéma? Mais pour moi, le méchant de James Bond, d'ailleurs, est un peu caricatural. Hein. On va parler de Blofeld, je crois, c'est oui, ça. c'est ça, notamment Blofeld. Ah, Blofeld, j'aime beaucoup le chat, par contre. J'aime beaucoup le chat. C'est ce qui m'a surtout plu, c'est le chat. Bon, maintenant, le personnage était, d'ailleurs, au départ, si mes souvenirs sont bons, parce que moi, j'aime que les premiers James Bond, on va être franc. Avec Sean Connery. Avec Sean Connery. Le reste, ça m'intéresse pas. Je les ai tous vus, notamment dernièrement, j'en ai revu beaucoup. Je me suis aperçu à quel point ce n'était pas bon. Bon, ce n'était pas bon du tout. Et plus on a été dans le temps, plus ça a été mauvais. Les derniers sont particulièrement exécrables. Bon, ça c'est mon point de vue. Bon, mais ceux avec Sean Connery, c'était superbe. On baissait de Russie, Dr. No, Goldfinger. Sean Connery, c'est James Bond. Pour moi, ça pour toujours. James Bond. Hein? Pour l'éternité. Oui, c'était l'acteur type. Et quand on pense que même au départ, Ian Fleming n'en voulait pas. N'en voulait pas. Bon, comme quoi on peut pas avoir raison sur tous les tableaux. C'est un acteur merveilleux. Bon, et c'est vrai que le méchant dedans, il était intéressant quand on voyait pas son visage. Parce que si mes souvenirs sont bons, on ne voit pas pendant très longtemps. Voilà. On ne voit pas le visage de Blofeld. On ne voit pas le visage de Blofeld. On voit les mains et le chat. Oui. Voilà. Qui le définissent. Voilà, c'est ce qui m'avait marqué. Et ça, je trouvais que c'était plutôt très bien. De ce méchant quand on ne voit jamais, qui est d'autant plus inquiétant parce qu'il n'a pas de visage. Il n'a pas de visage. Non. Et ça, c'était très fort. Et quand on veut trop en faire, on démystifie. Et là, après, le méchant est devenu caricatural. C'est dommage. Il a perdu, pour moi, enfin c'est un avis personnel, sa crédibilité. Alors qu'au départ, on ne voyait que ses mains, on voyait le chat. Bon, il y avait ce côté mystérieux qui rendait le méchant, dirons-nous, très présent. Mais alors, comment au cinéma on peut ne pas rendre un méchant caricatural, puisqu'il est méchant, il est contre la société? Comment faire pour éviter cet écueil, selon vous? Alors déjà, bon, quand on dit le méchant au cinéma, il y a plusieurs formes de méchants. On est bien d'accord. Bon, je suis d'accord qu'il y avoir des films où le méchant va être assez caricatural. Je veux parler de ce fameux Jack Elam dans L'attaque de la Malle-Poste, où il s'amuse à tirer sur une pauvre petite fille, là, à un moment. Bon, ça, c'est très violent. Je veux dire, c'est une scène qui choqua. Elle a choqué à l'époque. Bon, on a affaire là à un méchant, vraiment très méchant, une brute, quoi. Bon, mais dans le cinéma, le méchant a plusieurs visages. Il peut être caricatural, très désagréable. Il peut être également charmeur. Vous pouvez nous citer des exemples de méchants charmeurs? Ah bah, moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est quand même, c'est le Silence des agneaux. C'est Hannibal Lecter, quand même. Parce qu'Hannibal Lecter, j'ai réfléchi à ça dernièrement, d'ailleurs. Hannibal Lecter, c'est quand même un sacré personnage. Parce que c'est un monstre, hein. C'est un cannibale. Hein, c'est comme un génie du crime. Presque. Oui, c'est un génie, mais c'est particulier. On peut pas le comparer à Fantomas ou à Mabuse. C'est très particulier. Mais moi, ce qui m'a surtout interpellé dans le Silence des agneaux et dans ses suites, c'est la complicité qui se crée dès le départ entre Hannibal Lecter, qui est un assassin épouvantable, mais qui a beaucoup de charme, attention, qui est très intelligent, supérieurement intelligent, qui est un artiste. Qui est très cultivé. Très cultivé. Et l'amour, parce qu'il se crée une passion amoureuse entre lui et l'enquêtrice. Comme un syndrome de Stockholm, presque.
Je dirais pas que c'est un syndrome de Stockholm. Je dis qu'en fin de compte, ils ont des points communs. Ils ont des points communs et ça va aller jusqu'à... Et il faut voir que, d'ailleurs, Hannibal Lecter, lui, va toujours protéger la fille. Clarice Starling. Donc, qui s'est créé entre eux. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans cette histoire. C'est la subversivité du film, en fait. Ah oui, c'est la subversivité du film. Par les points communs, en fait. Qui passe par les points communs. Et elle est tombée sous le charme dès le départ de Hannibal Lecter. Et pourtant, il avait été au départ assez méprisant. Il lui disait, mais vous êtes habillée comme une pauvrette, avec vos chaussures à bon marché, avec votre sac à 2 sous. Bon, il lui dit ça un petit peu. Bon, et c'est peut-être ça qui déclenche en elle une sorte de fascination. Parce qu'attention, dès le départ, elle a une fascination pour lui. Cela m'évoque une autre question, c'est lorsque le gentil devient méchant, ou que le méchant est le gentil. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Le méchant est le reflet du gentil. C'est-à-dire que on a une image inversée, et ça veut dire que, en fait, bon, on peut passer de l'état de méchant à l'état de gentil. On peut passer de l'état de gentil à l'état de méchant. Bon. Il y a des films où il y a des personnages assez ambigus. Bon. Et où ça se déclenche, par exemple, au cours du film. C'est-à-dire que le départ, j'ai un de mes films cultes, je vais le citer, Winchester 73, Anthony Mann, James Stewart, bon. Pour moi, c'est un des plus grands westerns. Je sais pas le plus grand, c'est un des plus grands. Bon. Pour diverses raisons. Bon. Mais en ce qui nous concerne, dedans, on a cette personne de James Stewart, au départ, c'est très manichéen, on voit que c'est le gentil, le bon. Voilà. Et en fait, il est animé d'un désir de vengeance. Bon, il veut tuer son frère ou demi-frère, bon, c'est son frère. Il veut tuer son frère parce que son frère est responsable de la mort du père. Il l'a tué. Bon. Et au cours de l'histoire, à la fin de l'histoire, James Stewart va devenir extrêmement violent. C'est-à-dire, il n'a plus cette humanité qu'il avait au début du film, où on voyait un portrait très manichéen des 2 frères. L'un, c'est un truand fini, un assassin, et l'autre, c'est un garçon respectueux des lois. Bon, et à la fin, bon, il y a un déchaînement de violence. Donc, finalement, James Stewart est devenu aussi violent que celui qu'il traque. Ou alors, il y a le western de Clint Eastwood, Impitoyable, où, pendant toute la durée du film, Gene Hackman est vécu comme un shérif abusif, très violent, très méchant, et en fait, petit à petit, on se rend compte que Clint Eastwood, initialement, c'était lui le méchant, en fait, et qu'il a l'air apaisé parce que un vieux papy qui s'occupe de ses enfants, mais en réalité, c'était lui le mal, en fait. Et d'ailleurs, tout ça me fait penser à un autre film de John Ford, naturellement, avec John Wayne, James Stewart, L'homme qui tue à Liberty Valance. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Et il y a un portrait de Clint Eastwood au départ qui est un mec vieillissant, quoi, bon, qui est plus dans le coup, quoi. Il essaie d'être fermier. Il sait même plus monter à cheval, il sait plus tirer. Bon, et puis Gene Hackman, c'est vrai que dès le départ, il est posé comme étant le tyran. Le tyran, un mec abusif, quoi. Et on va s'apercevoir qu'après, Clint Eastwood, il est pas mieux, quoi. Bon, voilà. On s'aperçoit en fait que c'est le monde dans lequel ils vivent qui est ainsi fait. Qui est ainsi fait, absolument. Voilà, qui est ainsi fait. Et qu'en réalité, la distinction du gentil et du méchant, à quoi est-ce que ça tient? C'est aussi ça dans ce film, il me semble. Elle tient du regard que l'on porte sur l'individu. Voilà. C'est ce qui détermine qui est gentil et qui est méchant. Et c'est finalement le plus méchant qui va déterminer ce qu'est le gentil. C'est ça. Gene Hackman, qui dès le départ est déterminé comme quelqu'un d'odieux, de brutal, bon, on le voit quand il rudoie l'anglais. Morgan Freeman. Oui.
English Bob. L'English Bob, oui. Voilà, qui se fait corriger d'importance. Bon, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment très dur, quoi. Oui. Mais à la fin, quand Clint Eastwood revient ivre et que l'on connaît son passé, ce qu'il a fait, Oui. les assassinats auxquels il s'est Bien sûr, gratuit, c'était un tueur. tout d'un coup, on comprend en fait. Et en fait, on réalise que Gene Hackman, aussi violent soit-il, cette violence n'est rien comparée à la violence de Clint Eastwood. Mais tout ça nous fait poser la question de la justice aussi, la place de la justice. Parce que dans le rapport du gentil et du méchant, il y a, il me semble aussi, notamment au cinéma, ce question d'être juste ou d'un rapport avec la justice qui régule les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que souvent, les méchants vont contre la justice. C'est aussi ce qui les détermine. Tout à fait. Ils volent, ils tuent, et le gentil ne vole pas, ne tue pas, en tout cas, dans le classicisme. Alors oui, c'est une excellente remarque parce qu'en fin de compte, la position de la loi et de la justice est importante. Hein, finalement, celui qui est bon, c'est celui qui respecte la loi. Alors après, on peut se poser la question, mais est-ce que la loi est bonne? Voilà. Est-ce que la loi est bonne? Puisque c'est la loi qui va déterminer qui est méchant, qui est bon. Et celui qui est bon, c'est celui qui respecte la loi. Oui. Par exemple, on peut dire que les chasseurs de primes étaient bons, puisqu'ils respectaient la loi. C'était des assassins. Hein? D'ailleurs, il y a un film moi, que j'adore, bon, L'Arbre sauvage, où il n'y a pas de bons. Non. C'est tous des assassins. Et il y a un film qui part très bien de cette notion de les chasseurs de primes sont des assassins, c'est Le Grand Silence de Corbucci. Merci d'en venir là. Qui est un chef-d'œuvre. Merci de le citer. Avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski. Oui. Vous pouvez nous en parler d'ailleurs. Oh, bah, voilà. Mais le film est plus intéressant encore, à savoir qu'on peut se demander qui est le héros du film vraiment à la fin. Parce que, bon, c'est un film qui finit mal. Oui. Le bon meurt. Il est tué. Oui. Bon, et même la fille, hein, la compagne du héros, la compagne, elle est tuée aussi. Et même l'autre femme qui est une aubergiste, je sais plus quoi, elle est tuée aussi. Il y a l'ami du héros qui est tué aussi. Je crois que c'est le shérif un peu ventripotent. Voilà, le shérif, voilà, Frank Wolf d'ailleurs. Bref, finalement, tous les bons sont tués. Sont tués dans le film. Les otages, les pauvres, ils sont massacrés à la fin. Bon, ils sont tués. Et ceux qui s'en sortent, c'est Kinski et ses complices. Ouais. Voilà. Et on peut se demander d'ailleurs si, quand on voit le film, le héros du film n'est pas le mauvais, Koskinski. C'était lui qui est supposé, dans le western classique, c'est lui qui va arrêter les méchants. C'est lui le personnage principal. Et c'est lui le personnage principal du film. C'est Kinski finalement. Ouais. C'est Kinski. Le film d'ailleurs, si on regarde bien un film, le film est entièrement fondé sur Kinski. Sur le point de vue de Kinski. Ouais. Qui est d'ailleurs absolument phénoménal. Phénoménal dans ce film. C'est son premier grand rôle. Bah voilà, il est phénoménal avec son chapeau là. Son vêtement de femme aussi. Son vêtement de femme là, mais il est phénoménal ce gars-là. Il y a toute une ambiguïté aussi un peu sexuelle. Ambiguïté sur le personnage sexuel, tout à fait. Le regard final qu'il jette à Jean-Louis Trintignant. Oui. Il y a une véritable ambiguïté là-dedans. Il y a le duel est magnifique à la fin parce qu'on voit dans l'expression de Kinski justement l'ambiguïté et puis le désir de vengeance parce que il a été, dirons-nous, meurtri, il s'est fait casser la gueule par Trintignant. Oui. Bon, donc il lui en veut. Il y a une espèce puis il y a une ambiguïté également qui est dès le départ dans la diligence. Quand il se rencontre dans la diligence, dès le départ, on voit le regard de Kinski qui observe Trintignant. Oui. Il sait, oui, il le sent. Il le sent dès le départ. Donc c'est un film extraordinaire, attention. Hein. Oui, en apparence parce que le film est très baroque aussi, les couleurs sont très vives, les caractères sont très marqués, et pourtant tout se passe justement dans un grand silence à la fin, où on est parce que le personnage principal, quel était son nom déjà dans le film? Le muet. Silence. Silence, tout simplement. Donc le grand silence, il y a toute une dimension symbolique dans le titre. C'est à la fois le grand silence. Alors, voilà. Le grand silence, c'est la nature. Oui. C'est la nature, mais c'est également le personnage qui s'appelle Silence. Oui. Voilà.
Mais le vrai héros du film, pour moi, c'est Tigrero, c'est Kinski. Le monstre. Oui, c'est lui, puisque c'est lui qui gagne à la fin. Et donc, on finit sur cette image du méchant qui récupère d'ailleurs le Moiser. Il le récupère. C'est une image assez parlante parce que il le récupère et puis il le met comme s'il voulait garder un souvenir de celui qu'il vient de tuer. Donc, qui dit méchant et gentil dit acteur pour incarner méchant et gentil. Non, mais moi je dis que de toute manière, s'il n'y avait pas eu Kinski dans ce film, le film n'aurait jamais été ce qu'il a été. De manière générale, quels sont les acteurs ou les actrices, parce qu'on n'a pas parlé des méchantes aussi, il y en a des méchants, qui incarnent à la perfection, en fait, ça, les méchants, à Hollywood, dans le cinéma. Moi, il y a un film culte pour moi des années 90, c'est le film de Peter Medak, Romeo's Bleeding, où Lena Olin interprète vraiment une méchante avec un grand M. Je n'ai jamais vu, je crois. Le film m'a vraiment scotché. Hein. Je n'ai jamais vu. Bon, moi, c'est un film que j'ai découvert à la télévision, pas au cinéma. Hein. J'ai découvert à la télévision. C'était sur une chaîne du câble à l'époque, et je l'ai du coup. Après, je l'ai récupéré en Blu-ray. Alors ça, bon. Je me le visionne régulièrement. Je crois que je n'ai jamais vu une méchante aussi méchante. Alors, elle est un condensé de méchanceté. C'est une tueuse professionnelle, hein, de méchanceté et d'obsédé sexuel. La totale, quoi. La totale. Elle ira jusqu'à faire enterrer son ancien amant et complice enterré vivant, Roy Scheider, par toute manière Gary Oldman. Bon, ça donne envie. C'est un film fabuleux. Hein. Est-ce que la mariée de Tarantino dans Kill Bill est méchante? Personnage principal. Oui, la mariée. Non, elle est pas. Non, c'est une histoire de vengeance. Elle a trinqué, hein, elle a trinqué. Donc là, pour moi, c'est une sorte de vengeance. Et c'est pareil. Bon, c'est la violence dont elle a été victime qui la excuse sa violence. Elle ne peut répondre que par la violence. Elle a affaire à des gens qui sont des prédateurs. Bon, donc elle ne peut répondre que comme ça. D'ailleurs, il y a un portrait masculin maintenant qui est, c'est La Nuit du chasseur. Bien sûr, avec amour et puis haine. Qui marque les deux mains. Sur les deux mains. Et ça illustre bien justement la chiralité dont je parlais, à savoir le reflet de la main. Là, ça illustre bien, d'un côté c'est l'amour, d'un côté c'est la haine. C'est les deux. Voilà, c'est les deux. Et chez Henri-Georges Clouzot, il y a une méchante aussi. Henri-Georges Clouzot, il y a les Diaboliques déjà. Voilà. Alors bon, il y a ce fameux film Les Diaboliques, qui est un chef-d'œuvre total. D'ailleurs, alors bon, moi c'est un film que j'adore parce que bon, je l'ai vu. Avec Paul Meurice aussi. Ouais, je l'ai vu des dizaines de fois et je le reverrai sans doute encore des dizaines de fois. Il y a la femme de Clouzot qui joue dedans. Vera Clouzot. Et d'ailleurs, la grande force du film, c'est que tout est centré sur Paul Meurice dès le départ, présenté comme un personnage odieux, comme un pervers, vraiment un profiteur, bon, qui vit au crochet de sa femme, qui en plus est extrêmement désagréable, qui le trompe ouvertement avec donc Simone Signoret. Bon, et on s'aperçoit finalement dans le film après que bon, il y a une méchante qui est Simone Signoret qui va durant tout le film jouer un faux jeu. Le mal n'est pas là où on le pense. Non. Et est-ce que ça existe aussi des méchants désincarnés, c'est-à-dire où c'est une ambiance de mal sans... Vous auriez des exemples de films où on voudrait qu'il y ait un méchant, mais il n'y en a pas parce que tout est le mal. Vous voyez où je veux en venir? Pour moi, l'exorciste. L'exorciste, où tout est... Là, il n'y a pas vraiment de méchant. On a affaire à une entité qui prend possession d'une jeune fille, hein, Linda Blair. Bon, mais il n'y a pas de méchant physique dans le film. Là, on a affaire à une entité. Bon, pendant tout au long du film, il y a des médecins qui croient elle a des problèmes de comportement. En fait, bon, on a du mal.
les gens qui l'observent ont du mal à croire que c'est véritablement un esprit démoniaque qui la possède, mais là on a affaire à quelque chose de désincarné, parce qu'on ne voit jamais ce démon, bon, réellement. Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson, Russ Tamblyn. What does it take to convince you that the dead do not always rest in peace? That some Bon, houses il y a like un autre, Hill House. moi, il y a un autre film qui est fabuleux pour moi, c'est La Maison du Diable de Robert Wise, où le mal, on ne le voit pas, c'est la demeure. Mhm. C'est la demeure, qui joue d'ailleurs sur les faiblesses des occupants, Comme le Polanski, ce film le locataire. Le locataire. Superbe, le locataire. Superbe. Ou, Alors, ou Rosemary's Baby aussi. Même si c'est à Rosemary's Baby, il y a quand même des méchants. Il y a cette secte d'adorateurs du diable. Bon, là, il y a quand même des méchants dedans. On les voit. Bon, on sent la manipulation. Cette manipulation, cette manipulation qui va s'opérer tout au long du film pour arriver à la naissance de l'Antéchrist. Oui. Bon, mais tandis que La Maison du Diable, par exemple, bon, moi, c'est un des films qui avait le plus effrayé. La première fois que j'ai vu au cinéma, c'est probablement le film qui m'a le plus effrayé à la première vision. Rosemary's Baby. Non, Non. La Maison du Diable. La Maison du Diable, Ah d'accord. oui. La fameuse scène de la porte. Ah oui, non, mais là, non. Vous avez cauchemardé. Là, oui, je l'ai vu à l'époque au Brady, je m'en souviens, il y a très longtemps, et c'était dans les années, c'était en 67, je pense 68, et je me souviens de cette porte qui gonflait de ces bruits. Le film, on était scotchés dans la salle. Hein. Mhm. C'est là, bon, c'est un film qui est un modèle parce qu'on sent le mal à l'état pur, Oui. mais il n'est pas incarné. Il est d'autant plus effrayant qu'il n'est pas incarné. Il n'est pas incarné. C'est une maison. On ne voit pas de fantôme à un moment, on ne voit pas de vampire, on ne voit pas de loup-garou. Hein. Il y a pas d'esprit démoniaque. Ou même dans l'exorcisme, à un moment, à la fin, on voit quand même on sait que c'est pas Zouzou. Oui. Bon, mais là, on ne voit rien. C'est une maison avec tout ce que cela peut comporter d'inquiétant. Et justement, parce qu'on ne voit rien, c'est d'autant plus effrayant. Alors dans ce cas, est-ce que les monstres du cinéma peuvent être considérés comme des méchants? Je pense que ça peut être un alien ou comme dans le film Alien de Ridley Scott, ou des grosses araignées comme dans les films de Jack Arnold, par exemple. Alors, excellente question, parce que alors est-ce que les monstres peuvent être considérés comme des méchants? Puisqu'on normalement, bon, un monstre qui n'est pas humain ne peut pas connaître la différenciation entre le bien et le mal. Mhm. Hein? Oui. Bon, à savoir, bon, on parlait de Tarantula, Oui. de Jack Arnold. C'est une araignée. Une araignée. Une araignée ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Non. Elle tue pour sourire. De même que l'alien de Alien, c'est pareil. Le bien, le mal, il ne fait qu'exister. Voilà. Alors, Alien, bon, on peut dire que, bon, ce serait peut-être un peu différent, parce que ça fait partie quand même d'une civilisation extraterrestre, donc une civilisation qui a ses codes. L'araignée de Tarantula ou les fourmis d'Odzem, bon, ce sont des prédateurs. Et est-ce que l'entre-deux n'est pas aussi très effrayant? Là, je pense à un film comme La monstrueuse parade, où on voit des freaks, où on voit des gens difformes, qui physiquement ont l'air monstrueux, mais tout le parti pris du film, justement, c'est de les montrer non monstrueux, ce qui fait que ça crée une vraie sensation de dérangeante. Freaks, la monstrueuse parade, oui, tout est joué sur la différence. Mm-hmm. On a affaire à des êtres qui sont des phénomènes de foire, donc ont un physique qui est particulièrement disgracieux, mais bon, ce ne sont pas des méchants. Finalement, on s'aperçoit que dans le film, c'est l'humain qui est méchant. C'est l'humain normal, oserais-je dire, qui est méchant. C'est une vraie réflexion sur est-ce que vous pouvez voir ce qui est méchant. Voilà, l'apparence, sur l'apparence. Et ils ne sont pas du tout, je veux dire, c'est leur apparence qui ont fait des monstres, voilà. 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 Qui en feraient les méchants dans les films classiques de l'époque. On n'a pas parlé de l'apparence des méchants, mais généralement on voit. Voilà, qui en feraient des méchants dans les films classiques,
Mais là, ce ne sont pas des méchants. Et ils vont devenir méchants, d'ailleurs, à la fin, parce que ils ont été floués. Bon, mais ils vont devenir méchants, mais ils ne sont pas méchants à la base. Non. Simplement, ce sont des gens qui sont différents. Et que c'est cette différence qui en fait des, je vais dire, des parias. Des parias, voilà, c'est le mot. Et donc, voici venu le moment de la controverse. Alors, le choix est totalement aléatoire. Il y a beaucoup de méchants, donc soyez indulgents avec nous, s'il vous plaît. Nous laissons la main du hasard décider de votre choix. Vous pouvez y aller. Ah, HAL 9000. Alors, HAL 9000, si mes souvenirs sont bons, c'est cette machine qui a dans 2001 Odyssée de l'espace. Ouais. Hein? Bon, cette machine maléfique. Qui devient maléfique. Alors, bon, c'est l'intelligence artificielle, là. Bon. Alors, mais déjà, peut-on dire qu'il existe une intelligence artificielle? Puisque pour moi, l'intelligence, c'est quand même relié au vivant. Hein? Donc, en fin de compte, ici, on a affaire à une machine qui a été créée par l'homme, oui. Et que l'homme a mis dans cette machine ses qualités, ses défauts, puisqu'elle devient mauvaise. Oui. Hein? Donc elle est soumise à l'homme qui peut devenir mauvais. Oui. Attention, on a peut-être pas été assez précis là-dessus. Il y a des bons qui deviennent méchants. Hein? Oui. Bon. Et en fin de compte, cette machine, bon, elle est finalement, ça pose un problème parce que peut-on dire qu'une machine a une intelligence réelle? C'est surtout la question. Ouais. Voilà. C'est pareil, on parlait de l'araignée de Tarantula. Est-ce qu'elle est foncièrement, est-ce qu'elle connaît le mal? Non. Est-ce que cette machine, on peut dire par extension que la machine pourrait connaître le mal et le bien si c'est l'homme qui lui insuffle ses connaissances? Elle n'est que le reflet. Elle ne sera que le reflet, mais peut-elle réellement être le reflet? Voilà, parce que pour être le reflet de l'homme, faut être capable de faire la distinction entre le bien et le mal. Oui. Ça, c'est le propre à l'être humain, de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. C'est moi, je suis conscient, quand je fais quelque chose, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Voilà. Est-ce qu'une machine peut être consciente de ça? Oui. Comme Tarantula n'est pas conscient de ça. Ou le requin des dents de la mer n'est pas conscient. Docteur Mabuse. On l'a mentionné. Hein? On l'avait mentionné tout à l'heure. Mentionné. Alors ça, c'est le génie du crime. Hein? C'est un être. Donc, alors moi, j'ai connu surtout le docteur Mabuse avec les films des années 60. Hein, à partir du film de Friston 1960, donc avec Peter Van Eyck. Bon, et puis de tous ceux qui vont suivre. Alors, j'avoue que c'est quand même un personnage assez fascinant. Hein? C'est un personnage qu'on peut assimiler à Fantomas. Oui. Hein? Bon, c'est un génie du crime. Bon, un être donc supérieurement intelligent. Donc, pour lui, le mal, il est le mal. Il est le mal. Il est le professionnel du mal. Il est le professionnel du mal. Mais c'est un mal intelligent, je veux dire. Attention, c'est un mal intelligent. C'est un mal prémédité. C'est un mal alimentaire. Il fait pas ça. Mabuse n'est pas les Leatherface c'est pas un obsédé du crime. C'est plutôt je veux dire, c'est un professionnel du crime. Il fait ça dans un but intéressé. Il fait ça pour vivre, en fait. Oui, il fait ça pour vivre. C'est un être intelligent, mais c'est pour lui, la fin justifie les moyens. Alors, King Kong. Bon, alors King Kong, je suis un peu étonné parce que j'ai jamais vu en tant que méchant. C'est la victime. C'est la victime. C'est la victime. Hein. Finalement, c'est un personnage fort sympathique.
fort sympathique. Ce sont les hommes qui sont mauvais dans ce film. Ce sont les hommes qui vont le capturer là dans son île et qui vont en faire un phénomène de foire. Finalement, c'est King Kong qui révèle la méchanceté des hommes. Parce qu'il est bien sympathique dans le film, notre grand gorille. Là, il tombe même amoureux de la fille que les indigènes lui ont offert en... Qui est son plus grand crime, en fait. Hein? Qui est le plus grand crime de King Kong, c'est justement d'être attiré par Et ben voilà, d'être la femme attiré de par l'autre. cette femme. Bon, qui va protéger d'ailleurs, Oui. mais il est bien sympathique notre King Kong. Mhm. Et finalement, ce sont les hommes qui voient toujours là-dedans le moyen de profiter d'une situation. Ils disent, on a mis la main sur un phénomène, on va l'exploiter pour gagner beaucoup d'argent. Voilà. Ouais. Puis c'est tout. Voilà. Tiens, celui-là, il est venu tout seul. Ah, ben voilà, on en parlait décidément. Booba Sawyer, massacre à la tronçonneuse. Oui. Alors, j'aime bien, bien que le personnage soit pas très intéressant. Enfin bon, mais j'aime bien le film. Alors, ça m'avait vraiment interpellé à l'époque et ça continue à m'interpeller. C'est vraiment la brute épaisse. Hein. Alors, c'est vraiment la brute épaisse. Qui va un petit peu s'humaniser dans le second. Mhm. On voit un peu la relation avec une femme qu'il a à un moment. Parce qu'on développe plus le personnage. Voilà, dans on le développe. second. Dans le premier film, bon, c'est vraiment la brute épaisse. C'est même l'idiot de la famille, puisqu'il est même maltraité par sa famille. Oui. Hein, qui le considère comme un imbécile. Hein, alors c'est une famille de cannibales. Hein, bon. C'est la totale. Hein, c'est vraiment... c'est la totale. C'est la totale. C'est comme la colline à des yeux, il me semble. Hein? C'est comme la colline à des yeux. Ah oui, oui. Oui, mais là, je pense que lui est encore plus déglingué que les autres. Bon. Et c'est un personnage qui est idiot, quoi. Qui est idiot et qui est considéré par sa famille comme un imbécile, quoi. Bon. Mais c'est un assassin redoutable. Ouais. C'est une machine à tuer. Une machine à tuer. C'est un personnage... c'est un film qui m'a mis mal à l'aise quand je l'avais découvert à l'époque en VHS chez René Château. Mhm. C'était le seul moyen de le voir à l'époque, et c'est un film qui à l'époque m'avait mis très mal à l'aise. Pingouin Batman. Ah. Alors ça on revient un petit peu donc on revient un petit peu à ce qu'on disait sur Fricks. Bon alors c'est un peu différent puisque là on a affaire à un personnage qui est quand même mauvais. Oui. Bon. Mais qui est desservi également par son physique. Oui. Bon. Sa petite taille. Hein, sa petite taille. Donc, on a affaire à un personnage qui est déjà d'emblée, qui est victime d'un côté disgracieux. Hein, d'un côté disgracieux. Alors, ces personnages un peu compliqués parce que ce sont des personnages issus de la bande dessinée. Donc, quand on passe... J'ai réfléchi un petit peu à un moment là-dessus, sur ces personnages issus de la bande dessinée. Quand on passe à l'écran, il y a souvent un changement, Oui. je trouve, par rapport à l'origine. Hein. Oui. Là, si mes souvenirs sont bons, c'est Danny DeVito qui devait interpréter dans celui de Tim Burton en 1992 ou 91, oui. Voilà. Qui est très maquillé d'ailleurs. Très maquillé. Pour moi, j'ai j'en ai pas un grand souvenir du pingouin. J'ai vu le film là. Celui qui m'avait le plus marqué comme méchant, inspiré de la BD, c'est quand même le Joker avec Jack Nicholson. Ouais. Alors ça. Le bouffon assassin. Celui-là était terrible. Bon, c'était Jack Nicholson aussi. Aussi. Bon, dire ce qu'il y a. Hop là. Ah, Norman Bates, Psychose. Ah, vaste question. Alors là, il y a de quoi dire quand même. Bon, déjà, c'est un excellent film. Impérissable. On va pas dire Psychose, c'est incontournable, quoi. Bon, et le personnage de Norman Bates, il est quand même, il est quand même très intéressant parce que c'est finalement trois personnages en un. Mm-hmm. C'est finalement trois personnages en un. On a le Norman Bates. D'ailleurs, Hitchcock avait choisi. Il avait bien choisi Anthony Perkins à cause de son physique agréable. Un grand gars, l'air sympa. Et
et donc, bon, on a trois personnages. On a Norman Bates qui est le personnage normal quand il accueille ses clients dans son motel abandonné là. Oui. Il paraît gentil, prévenant. Bon, Gentil garçon. gentil garçon, très poli, très réservé, très Timide, presque. timide. Bref, il a rien d'un assassin. Bon, on a l'autre personnage qui est la mère. Bon, qui est la mère. Et on a le Norman Bates qui est soumis aux ordres de la mère. Oui. C'est-à-dire, il y a trois personnages. Voilà. Plus, il y a également le fait du travestissement, hein, quand il se habille en femme. Bon. Oui. Donc, c'est un personnage extrêmement intéressant, extrêmement complexe. Ouais. D'ailleurs, à la fin du film, il finit complètement dominé Par sa mère. Sa mère. Il est devenu sa mère. Alors qu'il vivait avec les trois personnages. En équilibre. Hein, en équilibre. L'un commandait l'autre, etc. Là, à la fin, il a pris complètement possession. Il y a un des personnages qui était le plus fort. Il a pris complètement possession de ce pauvre gars. Bon Garçon, oui. Hein, bon garçon. Oui, qui présente très bien, bon, qui est très gentil, bon, qui a rien d'inquiétant au départ. Toc. Ah. Baby Jane Hudson qui a tué Baby Jane. Bon. Un film que j'ai pas vu depuis longtemps, un film d'Aldrich. Qu'est-ce qu'on peut dire? Perversité, refus de vieillir de la personne et jalousie. Parce que c'est une histoire entre deux sœurs. C'est Blanche-Neige et les Sept Nains. Oui. Et c'est un film, je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je sais que c'était assez inquiétant. Ce personnage était assez inquiétant. Je retiens une profonde perversité là-dedans. Toc, le gros. Ah, Fu Manchu. Alors là, j'aurais pas été content si on n'avait pas parlé de Fu Manchu. J'aurais pas été content du tout. Alors Fu Manchu, c'est à la base, c'est le héros d'un roman, c'est le héros des romans de Sax Rohmer. Je les ai jamais lus, mais il paraît que c'est pas très bon. D'accord. Bon, alors par contre Fu Manchu, pour moi, c'est Christopher Lee. Comme j'allais dire, comme Dracula, c'est Christopher Lee. C'est fini, c'est le cauchemar de Dracula. C'est lui. C'est lui. Bon. Et dans Fu Manchu, moi je dis Fu Manchu doit beaucoup à Christopher Lee. Alors, il doit également beaucoup à Boris Karloff, avec le très bon le Masque d'Or. Seulement le problème, c'est que à part Boris Karloff, personne après n'a été vraiment à la hauteur pour moi. Ouais. Bon, il y a eu Boris Karloff, ce très beau film, il y en a eu qu'un. Par contre, Fu Manchu par Christopher Lee, c'est quand même 5 films. Hein. Ouais. C'est quand même une saga. Hein. 5 films d'ailleurs qui sont tous réussis. Hein. Et avec un Christopher Lee qui est un acteur talentueux, hein, très crédible là-dedans. Il est aussi crédible dans Fu Manchu qu'il l'a été dans Dracula. Hein. Faut être franc. Bon. Alors Fu Manchu, le thème est intéressant parce que déjà, c'est les mystères de l'Orient, hein, c'est la peur du péril jaune. Hein, ça a été repris également par Henry Verne dans Bob Moran avec l'ombre jaune. Bon, également, c'est un copier-coller de Fu Manchu. Hein. Bon, c'est l'orientalisme, donc c'est un génie du crime. Aussi. Un grand génie du crime. Donc c'est un mandarin, un seigneur exotique qui veut lui gouverner le monde carrément. Lui, c'est la terre entière. Hein. Il est beaucoup plus mégalomaniaque encore. Ah oui, que Mabuse. Hein. Il est plus boulimique de pouvoir que Mabuse. Hein. Donc lui, il veut asservir la terre entière. Hein. Donc il n'a aucun scrupule. Sa fille, pareil, elle est très mise en valeur, la Tse-Shin, dans toute cette saga hein, des 5 films. Non, c'est excellent. Moi, j'aime bien le personnage. J'aime beaucoup Fu Manchu. Le Bon, la Brute de Truand. Non. Quand même. Le Brute de Truand, alors, film intéressant. Bien sûr. Pour à divers degrés. Parce que déjà, il n'y a pas de bon dedans. Ou du moins,
Il y a un bon selon Léon. Bon, là, dessus, c'est marqué les 3 faces d'un même personnage. Je réfléchis à ce film longtemps, que je connais par cœur, et je dis pas que c'est les 3 faces d'un même personnage. Je dis simplement que ce sont 3 personnages qui se ressemblent. Bon. Mais en fin de compte, il y a un truc qui les unit, c'est que de toute manière, ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et leur fin, c'est le magot. Donc, ce sont 3 personnages qui se ressemblent, mais qui vont finalement se confronter parce que justement, ils veulent chacun avoir le paquet, quoi. Le paquet. Bon, et donc, comme ce sont 3 prédateurs. Voilà, ce sont 3 prédateurs qui ont d'ailleurs, qui sont assez amusants. Ils ont beaucoup de charme. Je trouve qu'ils sont assez amusants. Chacun a son beau côté, en fait. Chacun a son bon côté. Je trouve que on est forcé de les aimer tous les 3. Alors, j'ai amené 3 livres. On va bien faire un choix. Bon, alors, celui-là, bon, qui est un livre une revue qui ne me quitte jamais, qui est carrément ma revue de chevet. C'est Mili Mili Fantastique numéro 8, mythique. Hein. Déjà parce que il présente tous les films des grands méchants de l'époque, Le Voyeur, Peeping Tom, Crime au musée des horreurs, Le cirque des horreurs, Le sang du vampire, L'impasse aux violences et Jacques l'Éventreur. Bon. Alors bon, ça, je crois que c'est une revue culte et d'ailleurs, signalons que Le crime au musée des horreurs est sorti enfin en Blu-ray. Et il sort en Blu-ray maintenant, même aux États-Unis, il vient de sortir. Il sort en Angleterre d'ici 15 jours et peut-être en France dans 3 mois. Donc, enfin, on va rendre hommage à ce chef-d'œuvre. Voilà, alors ça, déjà. Alors, ça, c'est un livre, c'est le seul livre à ma connaissance sur les crimis, Edgar Wallace. Alors, qui a d'ailleurs, avec Kinski en couverture, bon, c'est un ouvrage malheureusement en langue allemande, bon, donc c'est un peu compliqué, bon, mais ils ont recensé tous les films, donc tous les crimis inspirés d'après Edgar Wallace. L'ouvrage mériterait, le sujet mériterait peut-être un ouvrage plus complet, mais bon, il n'y a que ça. Et ça, c'est un ouvrage très particulier. Ça pourrait s'intituler « Quand le crime s'affiche ». C'est un ouvrage très rare aujourd'hui, très rare. Et c'est une plaquette, à vrai dire, une simple plaquette. Ça s'appelle Killer Art. Ce sont des œuvres d'art faites par des serial killers. Donc voilà, portrait de Manson, là, voilà. Donc, tout a été fait, ça c'est le fameux clown assassin américain, bon, donc toutes ces œuvres ont été dessinées par des cinglés. Voilà, donc c'est l'intérêt de cette plaquette qui aujourd'hui se monnaie un peu cher sur Internet. Il est maintenant temps de conclure, par ce moment que nos spectateurs attendent. C'est notre fameux questionnaire à la Bernard Pivot. Je vais vous poser une série de questions et il faut que vous y répondiez le plus rapidement possible. Vous êtes prêts? Oui. Alors, votre film préféré, pourquoi? Bon, je finis là-dessus. Christopher Lee, c'est Dracula. C'est le Seigneur de la Nuit, c'est l'amant des ténèbres. Voilà. Le nanar que vous visionnez en cachette. Alors, bon, c'est Le Mort dans le filet. Hein, film de 59, un film allemand. Hein, l'histoire est simple. Il y a des belles nanas qui se retrouvent sur une île déserte. Bon, c'est un film culte aujourd'hui. Hein. Bon, et puis il y a une araignée qui traîne, qui a été récupérée dans un magasin de jouets. Hein, c'est textuel. Hein. Pour le film, il y avait une araignée en plus. Hein. Bon, l'araignée mord le seul mec qui est avec les filles. Le mec devient un monstre et va traquer les filles. Donc c'est un nudie. Après, ce sera repris le thème par les Italiens, à savoir que ce soit une île ou un château. Des belles filles sont dedans, et puis il y a un maniaque qui va les traquer. Voilà. Donc c'est un film novateur à l'époque. Voilà. Votre comédien favori?
Ah bah je vais dire Vincent Price. Voilà. Votre comédienne favorite? Bah Barbara Steele, Masque du démon, hein, c'est quand même ça a été quand même la diva de l'épouvante. On lui rend hommage. Votre musique de film favorite, et si vous pouvez nous faire une petite vocalise. On vocalise certainement pas, je n'ai aucun talent là-dedans. Mais par contre, on vient à ça, c'est Le Bon, la Brute, le Truand, Ecstasy of Gold. Une réplique qui fait mouche. Alors ça, tout de suite. Ah, pour moi, un film culte, c'est dans Le Pacha, hein, que tout le monde connaît, bien sûr, qui est pour moi le meilleur policier français. Hein, ça, je signe, je persiste. Hein. Alors, la réplique, c'est à l'ouverture, quand Jean Gabin assiste à l'enterrement de son copain. Il dit, je vais essayer de m'en souvenir et de ne pas, toute manière, de ne pas faire une insulte à Lautner, parce que c'est Lautner qui a fait les dialogues. Hein. On parle aujourd'hui on parle aujourd'hui de cirrhose, de cancer, mais moi je dis que la pire maladie des hommes, c'est de donner tout son amour à une seule bonne femme. Votre revue de cinéma qui ne quitte jamais votre table de chevet. Midi et Minutes Fantastiques numéro 8. Un film que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Crime au musée des horreurs. Vous êtes producteur. Quel film, sur l'heure, mettez-vous en chantier? Ah, moi je mettrais en chantier un film, le film sur Fantomas. Sur Fantomas, parce que je trouve que ça fait partie de notre patrimoine. Hein, c'est notre génie du crime français. Bon, il a été peu porté au cinéma. Hein, il était très peu. Il y a eu qu'un seul film de réussite sur lui. C'est Fantomas contre Fantomas, 1949. Bon, un film français, bon, qui est une très grande réussite. À part ça, il y a eu aucune réussite. C'est curieux, alors qu'on a exploité, les Allemands ont exploité donc le Docteur Mabuse, hein, avec succès pour de nombreux films. Nous en France, on l'a pas exploité, et je trouve que Paris a assez d'endroits pour mettre en valeur ce personnage. Quelle comédienne, quel comédien pour illustrer les nouveaux billets en euros? Sophie Marceau. Êtes-vous nostalgique des films en noir et blanc? Alors, nostalgique des films en noir et blanc, l'expression j'aime pas tellement. J'aime beaucoup les films en noir et blanc. Parce que prend une époque. Hein, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire des films comme ça en noir et blanc? Je ne le pense pas, pour diverses raisons. Parce que le public, ne comprendrait pas. Et peut-être parce qu'on ne peut plus faire ce genre de film. Le Masque du démon en couleur serait une hérésie, on est bien d'accord. Bon, donc oui, j'aime beaucoup les films en noir et blanc, que je vois. Ceux que je les vois et je les revois. J'aime bien le noir et blanc. La dernière fois que vous avez été dans une salle de cinéma? Ça remonte à loin. J'avais vu Tintin en 3D. Aimez-vous les films de genre? Et si oui, quel est le dernier qui vous a scotché au fauteuil? Les films de genre, j'adore les films de genre, je vois pratiquement que ça. Celui qui m'a scotché, le dernier qui m'a scotché en date, c'est Romeo is Bleeding. Et enfin, croyez-vous que Dieu aime le cinéma? Ah oui, puisque le diable aime le cinéma. Et donc, Gérard Mangin, pour terminer, j'aimerais que vous nous parliez de votre actualité, vos projets, vos travaux. Alors, il y en a trois. Il y en a au moins trois. Alors déjà, il y en a un qui est en chantier. Je suis sur un roman de fiction, hein, qui est en fin de compte je pourrais situer, c'est la prise de conscience. Alors en 2 mots, la prise de conscience d'un individu vieillissant qui veut retrouver sa jeunesse et qui perd toute notion du temps. Alors, c'est à travers des flashbacks, il va faire un jour, il part à l'aventure pour retrouver ses amours du passé. Alors, c'est les amours du passé qui ont été à Brighton, en Angleterre. Et donc, ce sera parsemé donc également de références cinématographiques et littéraires. Hein. Bon, en fait, je situerai le sujet entre Alice au Pays des Merveilles et le Marquis de Sade. D'accord. J'aimerais faire un ouvrage, un traité sur le giallo, mais en partant de tout ce qui est référence artistique dans le giallo. Je me suis rendu compte, depuis 6 femmes pour l'assassin, notamment, qui est quand même le premier giallo, hein, premier giallo cinématographique, depuis 6 femmes pour l'assassin, en passant par les frissons d'angoisse, etc., qu'il y avait des références
artistique dedans, des peintures notamment, des sculptures, tout ça, et qu'il y avait des codes secrets dans le giallo. Par exemple, il y a ce fameux tableau dans l'oiseau plage de cristal, qui représente un crime. Il y a dans Six femmes pour l'assassin tout le décorum baroque, les meubles, tout ça, etc. Il y a un côté baroque. Dans les frissons d'angoisse, il y a les miroirs, les tableaux, etc. Et le reflet de l'assassin qui est, de toute manière, assimilé à un tableau. Donc, j'aimerais traiter cela, mais traiter, et il y en a d'autres, des films, il y en a d'autres. Il y a La Dame Rouge, tu as 7 fois, là, avec le tableau. Bon, je pense qu'on s'est pas assez appesanti sur les références, donc, au niveau peinture, tout ça, dans le giallo, qui crédite les histoires. Bon, et le troisième, j'aimerais bien faire un ouvrage sur Jean Rollin. Pareil, Jean Rollin était un homme instruit et cultivé. Donc, et quand on voit ces films, on voit les références aussi bien littéraires que picturales. Picturales, c'est Max Ernst, c'est Clovis Rouille, c'est Paul Delvaux, c'est Magritte. Bon, déjà, il y a ça. Bon, les références littéraires, c'est Gaston Leroux, etc. Il y en a plein. Donc, il y a le Grand Guignol aussi, puisque c'est un spectateur assidu du Grand Guignol. Donc, j'aimerais disséquer un peu l'œuvre de Rollin par les références, donc picturales ou romanesques. Voilà.